Et maintenant, cet homme va tenter l'impossible. Il va vous présenter en 20 minutes, non pas un ni deux, mais 3 buzzwords de l'ère cloud native. Je vous présente Alexis Chotard-Orgix. Donc effectivement, moi aujourd'hui, je vais vous parler des buzzwords à l'ère cloud native. Alors, tout d'abord, qui je suis ? Je m'appelle Alexis Chotard, vous pouvez m'appeler Orgix. Je fais plein de choses très très variées chez Xebia, qui organise ce Paris Container Day. Concrètement, mon quotidien, c'est 30% de dev, 40% d'ops, et les 30% restants, c'est de l'évangélisation, de bonnes pratiques chez nos clients. Donc voilà, je fais tout ça pour Xebia, en plus de plein d'autres choses. Et moi, ce que j'adore, c'est absolument tout automatiser. Vraiment tout ce que je peux, je veux l'automatiser. Et je cherche de manière générale à faire les choses aussi proprement que possible. C'est-à-dire avoir des choses pérennes, maintenables, etc. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de buzzwords. De quel buzzword ? On a évoqué 3. On va parler de tracing, on va parler de service mesh, et on va parler de serverless. Ces 3 concepts que vous avez peut-être déjà vu évoquer. Si vous ne les avez jamais vus, c'est l'occasion de les découvrir. En tout cas, c'est des choses qui sont entre guillemets très en vogue. Typiquement, KubeCon, Cloud Native Con, c'est 3 sujets majeurs qui étaient évoqués. Et on a la chance d'être dans un écosystème qui bouge très très vite. Donc c'est génial, hein, il y a plein de choses vraiment passionnantes. Mais du coup, c'est aussi un petit peu compliqué de rester à jour. Hein. De rester à jour avec tous ces nouveaux concepts, de suivre un petit peu ce qui se passe. C'est pour ça que moi, mon challenge aujourd'hui, c'est vous expliquer ces 3 concepts-là en 20 minutes et que vous ressortiez en ayant compris au moins leur intérêt. Avant tout ça, 2 très brefs rappels. Le premier, tout ce qui est microservices. Je suppose que si vous êtes ici, c'est qu'il n'y a à peu près aucun doute là-dessus, mais les monolithes, c'est fini, on fait des microservices, mais voilà, c'est génial, on en a plein, on en a de plus en plus, mais du coup, on a plein de problématiques qui vont aller avec. On va avoir de plus en plus de services. Quand j'en ai 15, comment je vais les observer, comment je vais les interconnecter, etc. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on a de l'orchestration. Parce que plus on a de services, plus on a de serveurs, ça devient très vite complètement impossible de les gérer manuellement. Donc on a des orchestrateurs qui vont le faire pour nous, qui vont gérer les ressources et aller placer mes services là où ils doivent tourner, qui vont aller les redémarrer en cas d'échec, ce genre de choses. Et surtout, ce que l'orchestration va nous apporter, c'est une infrastructure vraiment pensée comme du software, vraiment centrée sur des API. Mon orchestrateur, il a une API qui va me permettre de lui dire quoi faire, qui va me permettre de récupérer des informations. Et c'est au final toute cette notion d'avoir vraiment toute l'infrastructure qui est pensée de manière centrée sur des API qui va nous permettre d'avoir un tooling absolument exceptionnel sur plein de choses qui vont nous faciliter la vie, dont un petit peu les 3 concepts dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc pour résumer, on est dans un monde qui est de plus en plus distribué, on a des microservices qui sont orchestrés sur de plus en plus de serveurs, et du coup on a plein de nouveaux challenges qui viennent avec. Le premier, ça va être toute la partie observabilité. C'est génial, j'ai plein de services. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment ? Comment je vais aller débugger ça ? Quand j'avais mon bon vieux service front, back, base de données, quand il y avait une erreur, c'était soit le front, soit le back, soit la base de données. Ça va, on a quand même relativement rapidement fait le tour. Quand on commence à avoir 5, 10, 15 services qui se parlent les uns aux autres, ça commence à devenir un petit peu compliqué de savoir ce qui se passe. Donc on va commencer à parler un petit peu d'observabilité. L'observabilité, c'est quoi ? C'est en gros la capacité d'un système à exposer suffisamment d'informations sur lui-même de manière suffisamment claire, pertinente et accessible pour pouvoir répondre à peu près toutes les questions qu'on aurait à son sujet. Que ça soit du proactif, je veux avoir, observer comment mon système évolue, ou du réactif. Il y a un incident, il y a un problème, je veux pouvoir aller faire des choses. Et il y a 3 piliers principaux de toute l'observabilité moderne, qui sont le logging, les metrics et le tracing. On est là pour parler du 3e, il y a des chances que les 2 premiers, vous soyez déjà familiers avec. Et pour résumer un petit peu toute cette partie observabilité, j'aime beaucoup cette sorte de petite pyramide qui fait un petit peu penser à la pyramide des tests. Concrètement, plus vous êtes en bas, plus vous avez de volume d'informations. Plus vous êtes en haut, moins vous en avez. Logiquement, moins vous en avez, en haut, on a l'alerting. Vous n'avez pas envie d'avoir des alertes toutes les 5 minutes. Mais concrètement, quand on parle de monitoring d'habitude, si je vous parle de monitoring, il y a de grandes chances pour que on parle très vite d'alerting, on parle très vite de dashboard, ce genre de choses.
Mais l'observabilité, c'est beaucoup plus large que ça. Ça inclut cette partie, mais ça inclut aussi toute la partie qui va vraiment être debugging, vraiment analyse de mes services qui tournent, profiling, etc., voir quel service parle auquel, ce genre de choses. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus large. Le logging, normalement, ça vous parle tous. Un log, c'est quoi? C'est un event. Globalement, absolument tout votre SI et même tout votre métier peut être résumé sous forme d'event. C'est pas moi qui le disais, c'est Néa Narkedé, la co-créatrice de Kafka. Et dans la pratique, ça s'avère plutôt vrai. Donc un log, par exemple, ça serait quelqu'un a acheté un billet pour le Paris Container Day. C'est un événement. Une métrique, c'est quoi? Ça va être un agrégat d'événements. Ça va être une mesure. Ça va être le nombre de billets achetés sur les 10 dernières minutes. Ça va être mon taux d'erreur sur mes 2 derniers jours. On est vraiment sur une notion temporelle. D'ailleurs, souvent, ces métriques, on les verra plutôt sous forme de graphes. Vous avez rarement vu, je suppose, des métriques sous forme de tableau de variation. Depuis les 5 dernières minutes, il y a eu plus 10% sur quelque chose. Non. On regarde plus souvent des graphes parce que c'est la meilleure manière de représenter des choses temporelles. Et enfin, le tracing, on va entrer en fait dans une notion de causalité. Imaginez qu'on va essayer de tracer nos requêtes. Une requête va arriver dans notre système et on va essayer un petit peu de savoir par où elle passe et qu'est-ce qu'elle va faire au sein de notre système distribué. Pensez à un colis. Voilà, c'est la Poste, c'est Colissimo. Alors j'espère que vous avez une infrastructure plus fiable que Colissimo. Mais votre Colissimo, il a un ID. Il a un petit identifiant et à chaque passage de sa livraison, il va être scanné cet ID. Et ce qui va vous permettre de savoir où est votre colis, de le tracer, de le retrouver. On va faire à peu près pareil pour nos requêtes. Dès qu'une requête entre dans le système, on va lui apposer un identifiant et surtout, on va s'assurer de persister et de propager cet identifiant à travers tout notre système pour pouvoir savoir, soit à partir du point d'entrée, quel chemin a suivi la requête après, soit à partir de n'importe quel point du système, d'où venait cette requête et par où elle est passée, et ainsi de suite. D'un point de vue utilisation, les logs, on est plutôt sur quelque chose où on va chercher quelque chose de très précis. Quand on va regarder un log, en général, on sait précisément ce qu'on cherche, on veut vraiment trouver quelque chose de précis. Les métriques, on est plutôt sur des tendances, c'est notamment, je vous en parlais juste à l'instant, tout ce qui est grave, voilà, on est sur des analyses de est-ce que la tendance de remplissage de mes disques est à la hausse, ce genre de choses. Alors que les traces, on sera plutôt sur identifier des causes de problèmes au sein de services qui sont distribués. Souvent, toute cette partie tracing, c'est appelé APM, pour Application Performance Monitoring ou Management. Alors évidemment, ça concerne la partie performance, parce que vu que vous avez tout le chemin de votre requête, vous savez combien de temps elle prend à chaque endroit, donc c'est super pour ce point de vue-là, mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement pour la partie performance, c'est aussi pour la partie debugging, quand il y a quelque chose qui se passe mal, savoir où, comment, pourquoi. Je voulais vous parler un petit peu des solutions, l'objectif est clairement pas de tout vous les présenter en détail, c'est juste que vous puissiez mettre un petit peu des noms sur ce concept, pour que quand vous les voyez, vous sachiez que ça concerne potentiellement du tracing. Côté open source, on aura des choses comme OpenTracing ou Jaeger, qui sont dans la Cloud Native Computing Foundation, comme OpenCensus, qui est poussé énormément par Google et par Microsoft récemment, ou encore comme Zipkin et OpenZipkin. Vous avez aussi des fournisseurs de SaaS, de solutions de monitoring as a service, qui font ce genre de choses comme Instana, AppDynamics, Datadog ou New Relic, pour ne citer que les plus connus. Donc si demain, vous devez prouver à votre boss que vous êtes bienvenu à cette conférence, et que vous devez lui résumer tout ça, ou que c'est vous le boss en question et que vous voulez un résumé, le tracing c'est quoi? C'est simplement la capacité de suivre une requête à travers un système distribué avec toutes les informations pertinentes pour en faire un petit peu ce que vous voudrez. Et ça nous amène à notre deuxième sujet qui est le service mesh. On commence à avoir de l'observabilité, à savoir qu'on peut avoir des traces. C'est génial. Mais comment est-ce que ce petit ID dont je vous parlais, comment il est apposé? Je vais devoir instrumenter mon code potentiellement. Je vais devoir aller modifier mon code pour rajouter cette notion. Alors qu'en fait, on a des choses qui vont interconnecter nos services. Peut-être que ces éléments pourraient nous aider de ce point de vue-là. Donc là, on va parler de routing un peu intelligent avec de l'observabilité. Quand on parle de routing, la chose la plus classique, c'est quoi? Ça va être la partie load balancer. Jusqu'ici, ça va, j'ai un point d'entrée sur mon système, j'ai 20 exemplaires de mon service derrière, je vais distribuer la charge sur ces 20 services. Mais du coup, est-ce que ces load balancers ne pourraient pas être un peu plus intelligents? Est-ce qu'on ne pourrait pas les voir, plutôt que le point d'entrée, comme un point central qui va vraiment servir à interconnecter nos services? Et qui va du coup nous offrir cette observabilité. Si vous avez un point par lequel absolument toutes vos requêtes passent,
vous pouvez très facilement tracer ces requêtes, avoir des informations. Toutes les solutions de service mesh dont on va parler remontent des traces nativement. C'est des choses qui sont vraiment, dès le début, c'est une fonctionnalité presque obligatoire, entre guillemets. Mais ça peut aussi vous faciliter toute la partie déploiement. Vous avez très probablement entendu parler de un blue-green deployment, de canary release, ce genre de choses. C'est génial comme concept, mais comment on les fait? Comment est-ce qu'en pratique, je vais dire, il y a 10% de mon trafic qui va sur ma nouvelle version de mon application, tandis que 90% du trafic continue d'aller sur l'ancienne version. Comment j'exprime ce genre de choses? C'est des notions que toutes les solutions de service mesh vont embarquer pour vous faciliter ça, pour vous permettre d'avoir des choses qui soient configurables, exprimables programmatiquement, pour vous faciliter les déploiements. Toute cette partie, d'ailleurs, observabilité, un petit peu ces features pourraient faire penser aux API Gateway, mais on n'est pas sur les mêmes choses. Les API Gateway, on sera vraiment sur des choses plus métiers, du rate limiting, de l'autorisation, d'authentification, ce genre de choses. Les deux sont complémentaires. On peut très bien imaginer avoir une API Gateway devant une solution de service mesh. Et enfin, on a de l'observabilité, donc on sait un petit peu ce qui transite. Ça tombe bien, on va s'en servir. Et nos solutions de service mesh vont s'en servir automatiquement pour être capable d'aller fournir un service de meilleure qualité. Ça veut dire quoi? Mon service mesh, il va très bien savoir quel pourcentage d'erreurs renvoie un de mes services, quelle latence de réponse à un autre de mes services. Et du coup, il va pouvoir à chaque fois choisir le meilleur back-end, entre guillemets, pour servir mes requêtes. Et du coup, augmentant ainsi tout ce qui va être virtuellement temps de réponse, entre guillemets, et taux de succès. Et du coup, pourquoi est-ce que ça pourrait vous intéresser? Déjà, pour rendre vos déploiements un peu plus faciles, ça vous facilite pas mal la vie de ce point de vue-là. Alors, bien sûr, la plupart sont assez liés avec Kubernetes, etc., donc ils vous facilitent déjà pas mal la vie, mais ça vous apporte une couche d'abstraction supplémentaire. Et ça va vous donner une meilleure observabilité, out of the box, entre guillemets, en vous évitant de faire les choses vous-même. Et enfin, ça pourra faire des choses probablement plus intelligentes que ce que vous pourriez faire sur les décisions de routing entre vos services. Donc, est-ce que c'est obligatoire d'avoir une solution de service mesh? Non. De toute façon, la preuve, on s'en est très bien passé jusqu'ici. Par contre, ça va vous permettre de faire beaucoup moins de choses vous-même manuellement, d'avoir beaucoup moins d'outillage à faire vous-même. L'idée, c'est que ça va juste vous faciliter la vie. Côté solution, on sera sur des choses comme Linkerd, comme Conduit, qui peut être vu un petit peu comme la V2 de Linkerd, comme Istio, qui est poussé par Google. D'ailleurs, vous avez David Gageot cet après-midi, qui est un des développeurs d'Istio, qui parlera au Paris Container Day. Et vous avez des choses comme Envoy, qui sont d'ailleurs utilisées par Istio. Et pour résumer toute la partie service mesh, c'est quoi un service mesh? C'est simplement quelque chose qui va vous aider à interconnecter vos services, tout en vous offrant un certain contrôle et de l'observabilité sur tout ça. Donc vous pouvez vraiment penser en termes de déploiement, penser en termes de qualité de service. Et enfin, le dernier buzzword, tout ce qui va être serverless. Alors, il y a plein de choses derrière serverless. Souvent, on englobe toute la partie service managé des providers de cloud public dedans. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie function as a service. On peut voir ça un petit peu comme un nouveau paradigme. Il y a encore 5 ans, comment est-ce qu'on déploie, comment est-ce qu'on installe une application? On va livrer un bout d'infrastructure as code qui va expliquer, qui va décrire comment déployer mon application. Maintenant, on en est déjà définitivement sur plutôt lance un conteneur. C'est ce que vont nous permettre des orchestrateurs comme Kubernetes, comme Mesos Marathon, comme Swarm, comme Nomad, etc. C'est de pouvoir juste exprimer le fait que j'ai un conteneur, j'en veux tant d'exemplaires qui tournent, qui soient exposés de telle manière. Tout ce qui va être function as a service, c'est vraiment la tendance qui va arriver très vite, c'est clairement un petit peu le futur. On va complètement s'abstraire de tout ça et on va simplement se concentrer sur la notion de run my code. J'ai du code, je veux qu'il soit disponible. Mais ça, c'est quelque chose qu'on connaît déjà depuis très longtemps. Tous les fournisseurs de plateformes as a service, c'est la promesse qu'ils vous font. C'est si votre code respecte certains standards, je suis capable de me brancher dessus et d'automatiquement les builder, déployer et mettre à disposition votre application. Ça a été très fortement popularisé par Heroku, avec notamment les 12 factors, qui sont ces fameux critères que votre application doit respecter, ou comme Scalingo, qui est un PaaS français, dont vous avez le CTO d'ailleurs qui parlera aujourd'hui au Paris Container Day aussi, ou encore Google App Engine, Beanstalk AWS, etc., etc. Mais du coup, c'est quoi la différence entre ces functions as a service et une solution de PaaS? C'est la manière dont vos services vont tourner. Sur un PaaS, vous allez toujours avoir au moins un de vos services qui va tourner.
pour que, quand un utilisateur fait une requête, votre service soit à même d'y répondre. Alors que sur les functions as a service, on va partir du principe qu'il n'y a rien qui tourne de base, et on va instancier, on va mettre à disposition votre fonction au besoin. Donc de base, il n'y a rien qui tourne, un utilisateur arrive, il fait une requête, on lance le service, on sert la requête, et potentiellement on l'arrête. Donc on lance vraiment les choses à la demande. Et on est du coup sur des unités d'exécution souvent qui sont plus petites encore que ce qu'on a l'habitude de containeriser. C'est pour ça qu'on parle de function as a service. Et on le verra, mais là, ça a aussi un gros impact sur la partie billing du coup. Et je voudrais en profiter pour vous parler un tout petit peu d'élasticité, puisqu'on parle d'unité fonctionnelle. Vous avez très probablement déjà vu ce schéma. Si vous ne l'avez pas vu, on doit avoir des tech trend cloud qui traînent là-haut. On a une certaine demande d'utilisateur et on a une certaine capacité. On est en mesure de servir un certain nombre de requêtes. Sur du bare metal, ça prend très longtemps, commander des serveurs, les racker, etc. C'est compliqué de suivre la charge, la demande d'utilisateur. Soit on a trop de capacité, auquel cas on se retrouve dans les problématiques de coût. J'ai une capacité de fournir certaines choses qui n'est pas utilisée. Soit on est sous-provisionné, auquel cas ça a potentiellement une incidence sur les requêtes des clients et potentiellement je vais perdre des clients. Tout l'objectif des VM et des conteneurs, alors pas que, mais un des principaux objectifs, c'est de réduire un petit peu cette fenêtre. C'est de se rapprocher au plus de cette courbe de charge utilisateur. Une des promesses des conteneurs, c'est démarrer plus vite que des VM, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux plus vite en démarrer quand je veux avoir mes utilisateurs qui vont arriver et que je peux plus vite les éteindre quand je veux avoir moins de requêtes. Toute la partie function as a service vise à tendre vers quelque chose comme ça, où on est vraiment sur du à la demande, on essaye vraiment de faire de l'optimisation là-dessus au final. On va vraiment pouvoir scaler basé sur notre demande. Bien que bien sûr, ça n'empêche pas ça ne nous évite pas de scaler le système dans son intégralité. On ne fait pas magiquement disparaître des serveurs. Ce qui va changer, c'est le point de vue qu'on aura sur notre système. On aura un point de vue plus global, plutôt que juste sur un de nos services. Et du coup, pourquoi est-ce que ça pourrait vous intéresser? Sur les plateformes managées de function as a service, c'est simple, si vous avez 0 appel de vos utilisateurs, ça vous coûte littéralement 0 centimes. Donc vous êtes à même de chiffrer combien une requête vous coûtera précisément. Combien le fait qu'un utilisateur clique sur un de vos boutons pour aller passer une commande va vous coûter. C'est quelque chose que nous d'ailleurs on fait pour nos clients, c'est souvent très apprécié. C'est le plus proche que vous pourriez avoir de ne plus soucier l'élasticité. Je vous en parlais, on a à s'en soucier, mais dans la globalité du système. Et ça va vous permettre au final d'avoir un niveau d'abstraction supplémentaire dans vos services et de comment les déployer. On ne se soucie plus de comment je vais faire tourner mon conteneur, ce genre de choses, c'est juste mon code respecte certains standards, déploie-le. Et on se retrouve au final sur un petit peu des microservices à leur paroxysme. Certains parlent de nanoservices, puisqu'on est sur des unités logiques très petites. Je vous laisserai le choix du nommage. Et côté solution, on sera sur des choses comme OpenFast, OpenWhisk, Kubeless, si vous voulez faire tourner ça vous-même, par exemple sur votre Kubernetes. Et sur des noms que vous avez sans aucun doute déjà entendus, Lambda chez AWS, Google Cloud Functions, Azure Functions, ou encore même IBM Cloud Functions, qui est d'ailleurs basé sur OpenWhisk. Et vous avez le Serverless Landscape de la Cloud Native Computing Foundation qui résume vraiment très bien tout cet écosystème et qui vous le présente de manière très accessible. Donc pour résumer toute la partie serverless, simplement on va avoir des services plus petits, ce qui va nous permettre d'avoir des choses un petit peu plus optimisées d'un point de vue coût, d'un point de vue élasticité, et vraiment se concentrer sur déployer juste du code, pas se soucier de déployer un conteneur ou quelque chose, juste du code. Et est venu du coup le temps de la conclusion et des takeaways. Donc si vous vous êtes endormi, c'est le moment de vous réveiller. Non, ça va, vous n'avez pas l'air endormi, c'est cool. Qu'est-ce que vous devez retenir de cette présentation? Le tracing, ça va juste vous donner une meilleure visibilité, plus d'informations sur vos services qui sont distribués et ça va vous permettre de suivre vos requêtes à travers votre système. Tout ce qui est service mesh, ça va juste vous faciliter l'interconnexion de vos services, ainsi que vos déploiements et potentiellement améliorer la qualité de vos services. Et tout ce qui est serverless va vous permettre de penser en termes de running code plutôt que running containers ou même des VM ou ce que vous voulez. Donc, je vous expliquais en introduction qu'on était dans un monde de plus en plus distribué, avec de plus en plus de microservices, sur de plus en plus de serveurs. Eh bien, maintenant, on commence enfin à avoir l'outillage nécessaire pour pouvoir observer ces systèmes distribués, gérer tout ça de manière la plus intelligente possible et commencer à penser en termes de fonctions plutôt
que de conteneurs ou de VM ou ce genre de choses. Merci.